Imaginez. Vous perdez l'homme que vous aimez. Vous enterrez votre mari, et le lendemain, sa famille vous jette à la rue comme une étrangère. Devant tout le village, on vous humilie, on vous arrache vos enfants, vos terres, votre nom. On vous efface. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que vous détenez un secret. Un papier silencieux. Un testament capable de renverser toute une dynastie. Voici l'histoire vraie et bouleversante d'Aïssatou. Une femme rejetée, piétinée, mais qui va se relever. Non pas avec la haine, mais avec la dignité. Et ce qu'elle va faire ensuite va choquer tout un village. Préparez-vous à une leçon de courage que vous n'oublierez jamais. Le soleil s'était couché depuis longtemps sur le petit village de Ngalaf. Une brise légère soulevait les rideaux de coton dans la maison en banco, où régnait un silence inhabituel. Autour du lit, les membres de la famille étaient réunis. Au centre de la pièce, le patriarche mourant, Elimane Diop, le regard voilé, respirait difficilement. À ses côtés, sa femme, Aïssatou, tenait sa main tremblante. Elle était restée à son chevet jour et nuit, essuyant son front, l'aidant à boire, priant pour que son âme parte en paix. Ses yeux fatigués, pleins de larmes, scrutaient le visage amaigri de l'homme qu'elle avait aimé en silence depuis 15 ans. Mais derrière elle, une tension froide se ressentait. Les frères d'Elimane, ses oncles, ses tantes, et même ses neveux, tous étaient là, pas pour le soutenir, non. Ils attendaient sa mort. Car Aïssatou, bien que loyale, n'avait jamais été acceptée. Venue d'un village voisin, orpheline et pauvre, elle avait épousé Elimane par amour. Mais pour la famille Diop, elle n'était qu'une étrangère, sans lignée, sans dot conséquente, sans valeur. Et maintenant qu'Elimane s'éteignait doucement, elle sentait les regards se durcir, les jugements se faire plus lourds. Personne ne l'aidait, personne ne la consolait. On murmurait dans son dos. Certains parlaient déjà de la division des terres, des récoltes, des comptes bancaires. Le dernier souffle d'Elimane arriva dans un calme glaçant. Aïssatou posa son front contre sa poitrine, étouffant un sanglot. Un grand silence tomba sur la pièce. Mais à cet instant précis, dans le cœur de certains, un autre sentiment s'éveillait, la cupidité. Et Aïssatou, sans le savoir, venait de devenir l'ennemi à abattre. Le lendemain, le village était plongé dans le deuil. Le corps d'Elimane Diop fut lavé, enveloppé dans un tissu blanc, et porté jusqu'au cimetière familial sous les chants graves et les prières de la communauté. Aïssatou, silencieuse, marchait derrière le cercueil, les yeux gonflés de chagrin, le visage voilé. Mais dans l'intimité du cœur, elle sentait une autre douleur grandir. Une douleur plus amère encore que celle de la perte, l'exclusion. Durant les funérailles, personne ne s'était approché d'elle pour lui adresser un mot doux, une main sur l'épaule, un regard compatissant. Pas même la mère d'Elimane, une vieille femme rigide qui, depuis le début, avait refusé cette union. Après l'enterrement, tandis que les invités commençaient à se disperser, une réunion se tint dans la cour centrale de la concession. On y avait disposé des nattes, comme il est de coutume dans les familles de dignité. Tous les hommes de la famille Diop étaient là, et quelques femmes influentes aussi. Mais Aïssatou n'y fut pas conviée. Curieuse, elle s'approcha timidement. Son beau-frère, Issa, se leva alors, la main levée. « Aïssatou, dit-il froidement, cette réunion concerne les affaires de la famille. Tu n'as pas ta place ici. » Le coup fut rude. « Mais, je suis sa femme, murmura-t-elle. Tu étais sa femme. Elimane est mort. La tradition veut que tu retournes chez toi, au village de ta mère. » Un murmure d'approbation s'éleva. On parla de partage des terres, de la maison, des outils agricoles, même de la moto qu'Elimane utilisait pour aller au marché. Aïssatou n'en revenait pas. 15 années à bâtir une vie avec lui, à cultiver les champs, à élever leurs 2 enfants, et voilà qu'on l'effaçait comme un mauvais rêve. « Vous ne pouvez pas faire ça, dit-elle, la voix tremblante. C'est aussi ma maison. Celle de mes enfants. Tes enfants ?» lança une tante d'un ton sec. « Ils sont des Diop, eux. Pas toi. Tu partiras. Ce soir. » Et comme un coup près, le verdict tomba. Mais aucun d'entre eux ne savait que ce qu'ils venaient de faire déclencherait une tempête. Car Aïssatou n'était pas venue les mains vides. Et dans le sac tissé qu'elle gardait près d'elle, se trouvait un secret qui allait faire trembler tout le village. La nuit tombait sur Ngalaf, mais dans la maison d'Elimane, l'obscurité s'était installée bien avant le coucher du soleil. Aïssatou, debout au centre de la pièce où son mari avait rendu son dernier souffle, serrait contre elle un petit sac en raffia, noué avec soin. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'un mélange d'émotion et de détermination. Tout était allé trop vite. Après les funérailles, les oncles avaient donné leurs ordres comme s'ils étaient les maîtres des lieux. Ses affaires avaient été jetées sans ménagement dans un coin. Ses enfants, Ibrahima et Fatou, âgés de 10 et 8 ans,
avaient été emmenés par leur oncle Issa pour qu'ils s'habituent à la vie sans leur mère. Aïssatou avait crié, pleuré, supplié, en vain. On lui avait tourné le dos comme à une servante encombrante. Même les femmes, celles qu'elle avait aidées 1000 fois dans les champs, n'avaient pas levé la voix pour la défendre. Alors elle était retournée dans la chambre, celle qu'elle partageait autrefois avec Elimane, et elle avait ouvert ce sac. Ce sac qui ne la quittait jamais. Pas même la nuit. À l'intérieur, entre quelques pagnes soigneusement pliées, elle sortit une pochette noire, épaisse et plate. Elle l'ouvrit lentement. Et là, sous la lumière pâle de la lune, brilla un document officiel. Un acte. Scellé, signé, timbré. Un testament. Écrit de la main d'Elimane lui-même. En toute légalité, devant 2 témoins et un notaire du village voisin. Un testament qui désignait clairement Aïssatou comme son unique héritière, gardienne de ses terres, de sa maison, de ses économies, de son compte bancaire, de sa parcelle en ville, et surtout, de l'avenir de leurs enfants. Elimane, dans ces derniers mois, avait compris ce que sa famille préparait. Il savait que dès sa disparition, les vautours viendraient. Il avait donc tout réglé dans le silence. Et confié à Aïssatou le soin de garder ce document à l'écart. Jusqu'au bon moment. Ce moment était venu. Mais elle ne se précipita pas. Non. Elle connaissait trop bien les Diop. Il fallait attendre. Observer. Choisir le moment parfait pour frapper. Assise sur le bord du lit, le testament dans les mains, Aïssatou souffla doucement. Ils veulent la guerre. Ils vont la voir. Mais pas comme ils l'imaginent. Et dans la nuit profonde, une femme humiliée s'apprêtait à réécrire sa propre histoire. Le lendemain matin, le soleil s'était à peine levé que la nouvelle s'était répandue. Aïssatou a été chassée. Dans le village de Ngalaf, les langues se déliaient vite, mais les cœurs restaient souvent silencieux. Personne n'osait vraiment défier les Diop, car leur nom imposait le respect, leur autorité, la crainte. Et pourtant, beaucoup savaient au fond d'eux qu'une injustice venait d'être commise. Mais Aïssatou, elle, vivait ce moment comme une brûlure à vif. Devant tous les voisins réunis, Issa, le frère aîné du défunt, était revenu dans la cour, fier, droit, accompagné de 2 cousins musclés. Sans aucune délicatesse, ils avaient vidé la chambre d'Aïssatou, jetant ses habits, ses ustensiles, même ses pagnes intimes, en plein milieu de la cour. Voilà ce qui ne nous appartient pas. Cria Issa avec mépris. Que cela parte avant le coucher du soleil. Aïssatou était sortie de la maison, son visage dur, les yeux secs. Pas une larme. Pas un mot. Mais autour d'elle, les voisins sortaient un à un, assistant à la scène comme à un spectacle de foire. Certains chuchotaient, d'autres secouaient la tête. Quelques vieilles femmes murmuraient des prières. Les enfants regardaient leur mère, perdus, confus, tiraillés entre les ordres de leurs oncles et l'amour pour celle qui les avait bercés. Aïssatou s'agenouilla, ramassant elle-même ses effets, dignement, sans céder à l'humiliation. Son sac en raffia restait bien serré contre elle, comme un secret vivant. C'est à ce moment précis qu'une vieille du village, Mame Koumba, s'approcha. Elle posa une main ridée sur l'épaule d'Aïssatou. « Ma fille, il y a des silences plus puissants que 1000 cris. Retiens bien ça. » Aïssatou leva les yeux vers elle, croisa ce regard plein de vérité et de mémoire. Elle acquiesça lentement. Ce n'était pas le moment de parler. Ni de dévoiler le testament. Non. Ce moment viendrait. Elle prit son baluchon, jeta un dernier regard vers la maison où elle avait tout donné, puis tourna le dos. Mais en partant, elle laissa dans la poussière une promesse silencieuse. Aïssatou quitta la concession des Diop, ses affaires sur la tête, le cœur lourd mais le pas ferme. Elle n'avait nulle part où aller, du moins en apparence. Elle marcha longtemps, ignorant les regards de pitié ou d'indifférence des passants. Certains faisaient semblant de ne pas la voir. D'autres s'arrêtaient, choqués par tant de mépris à son égard. Mais personne ne bougea. Dans le village, chacun veillait à ses intérêts. Se mêler des affaires des Diop, c'était risquer d'en subir les conséquences. Elle finit par atteindre la lisière du village, là où les dernières maisons cédaient la place aux champs. C'est là qu'habitait Mame Koumba, la vieille qui lui avait touché l'épaule, la seule qui avait osé lui adresser un geste humain. La porte de sa petite case en terre était ouverte. « Entre, ma fille », dit-elle simplement. Aïssatou entra. L'odeur du bois brûlé et des plantes médicinales flottait dans l'air. Le silence était paisible, presque sacré. Mame Koumba lui tendit une calebasse d'eau fraîche et un petit plat de mil chaud. Aïssatou mangea lentement, sans parler. Puis, lorsque ses mains cessèrent de trembler, elle sortit le sac en raffia de dessous son pagne. Elle le posa doucement sur la natte. « Maman, j'ai quelque chose. Quelque chose qu'ils ignorent. » Mame Koumba plissa les yeux. « Parle. » Alors Aïssatou lui montra le testament.
Elle lui expliqua tout. La démarche d'Eliman, les témoins, les rendez-vous secrets, l'encre sur le papier, le notaire. Mame Kumba écouta en silence, hochant la tête de temps à autre. Ils t'ont chassé comme une chienne, murmura-t-elle. Mais tu tiens dans ta main de quoi leur faire courber l'échine. Mais je ne veux pas de vengeance, répondit Aïssatou. Seulement la justice. Et mes enfants. Alors, fais-le. Pas pour l'argent. Pas pour l'honneur. Fais-le pour eux. Et pour la vérité. Un long silence suivit. Dans cette case modeste, au cœur d'un village corrompu par la cupidité, 2 femmes venaient de sceller une alliance. Et la solitude d'Aïssatou venait de prendre fin. 2 jours passèrent dans un calme trompeur. Aïssatou resta dans la case de Mame Kumba, discrète, évitant de croiser les membres de la famille Diop. Elle passait ses journées à méditer, à prier, à penser à ses enfants. Chaque heure sans eux était une douleur vive. Elle savait que la clé de son avenir reposait sur une décision cruciale, agir ou se taire. Mais le destin accéléra les choses plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Ce matin-là, un homme arriva à Ngalaf. Il portait une chemise claire, un pantalon soigneusement repassé, et un sac en bandoulière. Sa démarche trahissait l'assurance de quelqu'un qui venait avec une mission. C'était maître Babacar Sagna, le notaire du village voisin. Un homme respecté pour son intégrité. Il n'était pas venu par hasard. « Je cherche Madame Aïssatou Diop », dit-il à un jeune garçon au coin de la rue. On lui indiqua la case de Mame Kumba. Quand il y arriva, il la trouva assise à l'ombre, en train de tamiser du mil. À sa vue, elle se redressa. « Maître Babacar » murmura-t-elle, la surprise dans la voix. « C'est Eliman qui m'a envoyé, avant de partir. » Il entra, s'assit, et sans détour, sortit de sa sacoche une copie du testament. « Je suis venu te dire que ton heure est arrivée. Le moment d'exiger tes droits. Et je suis prêt à témoigner publiquement de ce que j'ai vu et signé. » Le cœur d'Aïssatou se serra. Elle sentit une chaleur l'envahir. Elle n'était plus seule. Maître Babacar ajouta. « Ils ont commis une faute grave. En plus de t'avoir humilié, ils ont séparé une mère de ses enfants, sans légitimité. Ce qu'ils ignorent, c'est que ce testament ne laisse aucune place à l'interprétation. Tout appartient à toi et tes enfants. Pas à eux. » Elle le regarda, les yeux humides. « Je ne veux pas leur faire du mal. Mais je veux ce qui est juste. Pour Ibrahima. Pour Fatou. Alors prépare-toi, dit maître Babacar en se levant. Car dès demain, nous irons les confronter. Devant le chef du village. Devant tout le monde. » Et ce fut ainsi que, dans une case modeste, une révolution silencieuse prit naissance. Le lendemain, dès les premières heures de la matinée, un tambour résonna dans tout le village de Ngalaf. C'était le son bien connu des grandes annonces. Lorsqu'un tel appel retentissait, tous savaient que quelque chose de sérieux se préparait. Sous l'arbre à palabres, à côté de la maison du chef du village, des hommes et des femmes commençaient à se rassembler. On murmurait, on devinait, on inventait. On dit qu'il s'agit de la veuve d'Eliman. Elle veut revenir. Impossible. Elle a été chassée. Elle n'a plus de droit. Mais elle est avec le notaire. Le vrai. Babacar Sagna. Dans la foule, certains commençaient à froncer les sourcils. L'apparition du notaire n'était pas un détail. Cela voulait dire qu'il y avait un document. Et que cette histoire allait peut-être basculer. Les membres de la famille Diop, eux, se montrèrent en groupe. Issa, sûr de lui, entra le premier. À ses côtés, l'oncle Mamadou, toujours orgueilleux, suivait. Ils n'avaient pas l'intention de se laisser intimider. Pour eux, tout était déjà réglé. Eliman était mort, la veuve écartée, les biens en cours de partage. Quand Aïssatou arriva enfin, escortée par Mame Kumba et maître Babacar, un silence se fit. Elle était droite, fière, les traits fatigués mais le regard clair. Le chef du village, un homme sage nommé Bala, fit signe de commencer. « Nous vous avons réunis, dit-il, parce qu'un différend est né après les funérailles de notre frère Eliman Diop. Sa veuve, Aïssatou, affirme avoir en sa possession un document officiel. Un testament. Elle demande qu'on l'entende. » Aïssatou sortit calmement le testament original, et maître Babacar en présenta les copies. « Ce document, dit le notaire, est légitime. Il a été signé devant moi, enregistré selon les lois, avec 2 témoins présents. Il stipule ceci, je lègue l'ensemble de mes biens à ma femme, Aïssatou, et à nos 2 enfants, en excluant toute autre prétention extérieure. » Un frisson parcourut l'assemblée. Le visage d'Issa se crispa. « C'est un faux !» cria-t-il. « Une manipulation. Une ruse de cette femme. » Mais maître Babacar le coupa sèchement. « Faites attention à vos mots, Issa Diop.
Un faux? Et si je vous poursuivais pour diffamation envers un officier d'état civil? Un murmure de stupeur se répandit. Le chef Bala leva les deux mains. Silence. Je vais examiner ce document et interroger les témoins. Mais si tout cela est vérifié? Il s'arrêta, fixant longuement les membres de la famille Diop. Alors il faudra que justice soit rendue. Et que l'honneur d'Aïssatou soit restauré. Dans la foule, des femmes hochèrent la tête. Des hommes se regardèrent. Et dans le cœur des Diop, un début de peur venait de naître. La foule s'était élargie autour de l'arbre à palabres. Le chef Bala, debout, tenait le testament dans ses mains comme un objet sacré. Il le lisait lentement, ligne par ligne, avec une attention minutieuse. À ses côtés, deux anciens du village observaient en silence. Ils savaient que ce moment marquerait un tournant dans l'histoire de Ngalaf. Le chef s'adressa alors au notaire. « Maître Babacar, pouvez-vous nous citer les témoins de cette signature ?»« Bien sûr, » répondit le notaire en sortant un petit carnet. Les deux témoins sont Monsieur Alassane Ndiaye, commerçant à Fascoto, et Madame Mariama Sissé, ancienne institutrice à Kédougou. Tous deux encore en vie. Ils sont prêts à témoigner, et leurs numéros sont ici. Issa Diop s'agita. Pourquoi Eliman aurait-il caché un tel document? Pourquoi ne l'a-t-il pas dit à la famille? Aïssatou prit enfin la parole. Sa voix, calme, traversa l'assemblée comme un vent frais. Parce qu'il savait que vous me haïssiez. Parce qu'il voulait que ses enfants vivent en paix, loin de votre avidité. Parce qu'il m'aimait, malgré votre mépris. Les mots frappèrent comme des pierres. Un vieil homme dans la foule hocha la tête. Il y a des vérités qu'on enterre avec les morts. Mais certaines reviennent, plus fortes que jamais. Le chef Bala se leva lentement. En tant que chef du village, je ne peux pas déclarer seul la validité du testament. Cela relève de la loi. Mais je peux dire ceci, Aïssatou mérite le respect. Elle a été chassée et humiliée sans preuve, sans discussion, sans justice. Ce jour, je proclame qu'elle a le droit de rester ici, dans la maison de son mari, jusqu'à ce que l'affaire soit tranchée par le Conseil des Anciens et les autorités compétentes. La foule approuva d'un murmure soutenu. Certains applaudirent discrètement. Issa serra les dents. Mamadou, son oncle, murmura à son oreille. Elle est plus dangereuse qu'on le pensait, et elle n'a pas encore tout montré. Mais dans le regard d'Aïssatou, ce jour-là, il n'y avait ni vengeance ni peur. Seulement une promesse de vérité, et la volonté de réparer ce que l'injustice avait tenté de briser. L'atmosphère était lourde lorsqu'Aïssatou se leva sous l'arbre à palabres. Toutes les têtes étaient tournées vers elle. Elle porta son regard sur les membres de la famille Diop, un par un. Aucun d'eux ne la regarda dans les yeux. Le chef Bala lui fit un signe. « Tu peux retourner dans la maison, Aïssatou. Il n'est plus question que tu sois à la rue. » Elle remercia d'un hochement de tête, digne et silencieuse. Escortée par Mamkoumba et quelques femmes du village qui, soudainement, se redécouvraient solidaires, elle remonta lentement le sentier de la concession Diop. À chaque pas, elle ressentait le poids des humiliations passées, mais aussi la puissance d'un avenir qu'elle reprenait enfin en main. La grande cour, autrefois remplie de mépris et de chuchotements, semblait différente ce jour-là. Les cousins qui l'avaient expulsée baissèrent les yeux. Même Issa, figée dans l'ombre du baobab, détourna la tête en silence. Aïssatou franchit le seuil de la maison. Les pièces étaient exactement comme elle les avait laissées, vides, mais chargées de souvenirs. Elle posa son sac en raffia dans le coin de sa chambre, fit le tour lentement, puis s'agenouilla sur la natte, les mains jointes. « Eliman, je suis revenu. Pas pour moi, mais pour eux, pour nos enfants. » À cet instant, un petit cri retentit dehors. « Maman !» C'était Fatou, sa fille. Elle accourait, essoufflée, les bras tendus, les yeux pleins de larmes. Derrière elle, Ibrahima suivait, plus lentement, mais avec le même regard débordant d'amour. Les enfants, jusqu'ici retenus par leurs oncles, avaient été libérés dès que le chef du village avait tranché. Aïssatou les serra contre elle, si fort que ses bras en tremblaient. « Je vous ai retrouvés, » murmura-t-elle. « Et je ne vous laisserai plus jamais. » Dans ce simple moment de tendresse retrouvée, une vérité se grava, il l'avait sous-estimée. Ce n'était pas une simple veuve. C'était une mère. Une lionne. Une femme debout. Et désormais, elle n'était plus seule. Elle était de retour, et tout venait juste de commencer. La réintégration d'Aïssatou dans la maison ne fut pas accueillie par tout le monde comme un retour légitime. Dans l'ombre, la famille Diop rongeait son humiliation. Le calme apparent n'était qu'un masque dissimulant une rancune féroce. Issa ne dormait plus. Il arpentait la cour chaque nuit, comme un lion blessé. Le testament l'avait foudroyé. Non seulement il perdait le contrôle sur les terres,
mais il avait été publiquement désavoué. Pire encore, une femme, qu'il avait méprisée depuis des années, venait de le défier devant tout le village et de triompher. Un soir, dans une pièce sombre de la concession, Issa réunit ses frères et son oncle Mamadou. Nous avons trop laissé faire. Elle a profité de notre deuil, de notre silence. Il est temps d'agir. Et que proposes-tu? Demanda Mamadou, méfiant. La guerre juridique. Elle veut la loi, elle l'aura. Mais à notre manière. Ils mirent en place un plan, contester le testament, faire appel à un autre notaire, moins scrupuleux, trouver des gens prêts à dire qu'Eliman n'était plus lucide au moment de la signature. Et s'ils ne trouvaient pas, ils inventeraient. Pendant ce temps, Aïssatou reconstruisait lentement sa vie. Chaque matin, elle se levait à l'aube, balayait la cour, nourrissait ses enfants, relançait les semis. Des femmes du village vinrent l'aider, d'abord timidement, puis avec plus de chaleur. Car dans son combat, beaucoup d'entre elles retrouvaient leur propre dignité perdue. Mais un matin, elle reçut une convocation. Une lettre officielle, estampillée du sceau du tribunal de la région voisine. La famille Diop portait plainte pour manipulation et falsification de documents légaux. Aïssatou la lut calmement. Elle ne trembla pas. Alors c'est ainsi, murmura-t-elle. Ils veulent la guerre? Cette fois, ils vont la goûter. Elle regarda ses enfants, puis tourna les yeux vers le ciel. Eliman, je vais honorer ta mémoire. Je te le jure. Ce que les Diop ne comprenaient pas encore, c'est qu'ils venaient de réveiller en elle une force ancienne. Pas une vengeance. Une justice sacrée. Le jour du départ approchait. Aïssatou devait se rendre à la grande ville pour comparaître devant le tribunal régional. Le dossier avait été accepté, la plainte enregistrée. Et même si cela n'effrayait pas la justice, cela coûtait du temps et de l'argent. Les Diop le savaient. Leur stratégie était simple, l'épuiser, l'humilier à nouveau, la forcer à abandonner. Mais ils ignoraient que dans chaque silence d'Aïssatou, il y avait une armée de souvenirs, de douleurs, de combats déjà gagnés. La veille de son départ, une foule inattendue s'était réunie devant sa maison. Des femmes, venues de tout le village. Vieilles, jeunes, veuves, mariées, divorcées. Toutes s'étaient avancées, une par une, avec un petit don dans les mains. Un morceau de tissu, un billet, du riz, des arachides, un savon, un peu d'huile. Tu ne partiras pas seul, dit Mamkoumba en posant ses mains sur ses épaules. Nous avons vu ton courage, ajouta une autre femme. Il nous rappelle que nous aussi, nous avons une voix. Va, Aïssatou, et montre-leur que ce pays n'appartient pas qu'aux hommes et aux plus puissants. Émue, Aïssatou tomba à genoux, les larmes aux yeux. Ce n'était plus son combat. C'était celui de toutes les femmes humiliées, chassées, volées, effacées. Le lendemain, elle monta dans un car poussiéreux, un baluchon sur les genoux, son sac de raffia toujours contre elle. Dans le bus, elle relisait le testament. Non pour s'assurer de son contenu, mais pour se rappeler que derrière chaque mot, il y avait un amour vrai, celui d'Eliman. Arrivée en ville, elle fut accueillie par maître Babacar. Il l'avait précédée et préparé le dossier avec soin. « Tu es prête ?» lui demanda-t-il. « Je suis née prête », répondit-elle. Devant le grand bâtiment blanc du tribunal, Aïssatou leva les yeux vers les colonnes. « Il croit que je suis seule. Mais j'ai derrière moi une armée invisible. Celle de toutes celles qui n'ont jamais été entendues. Aujourd'hui, je parle, pour elles aussi. » Et dans le silence de cette déclaration, une nouvelle ère venait de s'annoncer. Le bâtiment du tribunal régional était imposant. De hauts murs blancs, un drapeau flottant au vent, et une grande salle où résonnaient les voix du peuple et le pas des avocats. Aïssatou entra, droite, le visage serein, son pagne soigneusement noué, son sac contre elle. Dans cette salle remplie d'hommes en boubou, de robes noires et de regards méfiants, elle se distinguait non pas par sa richesse, mais par sa force silencieuse. Les Diop étaient là. Issa, entouré de 2 avocats recrutés à prix fort. Il la fixa, avec ce mélange de haine et de peur propre à ceux qui ont perdu le contrôle. Le juge, un homme austère au visage ferme, entra dans la salle. Le silence se fit. Nous allons entendre l'affaire opposant Madame Aïssatou Diop à la famille du défunt Eliman Diop concernant la légitimité du testament présenté. Maître Babacar se leva, document à la main. Honorable juge, ce testament est clair, enregistré, signé, accompagné de témoins certifiés vivants et disponibles. Mon client, Madame Diop, a été expulsé sans fondement légal, humilié sans droit. Il est temps de rétablir l'équilibre. De l'autre côté, l'avocat des Diop se leva à son tour. Votre honneur, nous contestons la capacité mentale du défunt au moment de la signature. Des membres de la famille affirment qu'il était malade, confus,
manipulé. Un murmure d'agacement parcourut la salle. Aïssatou se leva. Le juge l'invita à s'exprimer. « Monsieur le juge, dit-elle d'une voix posée, je ne suis pas venu pour prendre ce qui ne m'appartient pas. Je suis venu pour défendre l'amour, la mémoire et les promesses d'un homme bon, que sa propre famille a tenté d'effacer. Ce testament n'est pas une arme. C'est une parole donnée. Et je suis là pour la protéger. » Des murmures d'approbation s'élevèrent. Le juge leva la main. Silence. Puis, calmement, il déclara. « Nous convoquerons les témoins. Et jusqu'à ce que la lumière soit faite, les biens en question seront gelés. Mais une chose est certaine, Madame Aïssatou a le droit de rester dans sa maison et de vivre avec ses enfants. » Les Diop se regardèrent, stupéfaits. Le juge ajouta. « L'affaire sera étudiée avec rigueur. Mais je vous le dis, si le testament est avéré, et si vos accusations s'avèrent mensongères, vous serez poursuivis pour diffamation et usurpation de patrimoine. » Aïssatou sortit du tribunal tête haute. Ce jour-là, dans une salle de justice, la voix d'une femme avait fait trembler une dynastie. Et ce n'était que le début. La nouvelle fit l'effet d'un coup de tonnerre à Ngalaf. Le juge donne raison à Aïssatou pour l'instant. Les Diop sont dans une mauvaise posture. Les anciens du village, jusque-là muets, commencèrent à murmurer entre eux. Des regards autrefois distants se faisaient plus courtois. Les enfants, eux, dansaient autour de Fatou et Ibrahima comme s'ils avaient gagné une bataille. Mais dans l'ombre, Issa Diop fulminait. Elle salit notre nom. Elle nous traîne dans la boue. Elle retourne le village contre nous, et vous restez là, bras croisés? Il frappait du poing sur la table en bois, entouré de ses frères et de son oncle Mamadou. Nous avons perdu le terrain, murmura l'un. Non, pas encore. Il y a un homme, quelqu'un qui peut parler contre elle. Mamadou releva la tête. Tu parles de qui? De Samba, le cousin éloigné. Il a servi Eliman à l'époque. Il peut dire que le vieux délirait. Qu'il n'était plus lui-même. Qu'il parlait à des esprits. Mamadou hésita. C'est dangereux, Issa. S'il ment, il tombera avec nous. Tu crois qu'on a le choix? Il a l'air trouver Samba, un homme sans emploi, endetté jusqu'au cou, dépendant de la générosité des Diop pour survivre. Ils lui promirent de l'argent, un terrain et un mariage arrangé. Samba accepta. Pour quelques billets, il trahirait la mémoire d'un homme mort. Pendant ce temps, Aïssatou préparait son retour au tribunal avec Maître Babacar. Elle l'aidait à rassembler les documents, à appeler les témoins. Mais dans son cœur, elle savait, il n'abandonnerait pas facilement. Et elle avait raison. Un soir, alors qu'elle rentrait de la parcelle qu'elle avait recommencé à cultiver, elle trouva un message glissé sous sa porte. « On n'a pas fini avec toi. Prépare-toi à tomber. » Elle le lut sans trembler, puis le jeta dans le feu. S'il savait, soupira-t-elle, je suis déjà tombée, il y a longtemps. Et depuis, je ne fais que me relever. Le jour de l'audience suivante arriva, plus lourd encore que le précédent. À l'entrée du tribunal, la tension était palpable. Deux camps s'étaient formés. Ceux qui soutenaient la vérité d'Aïssatou, et ceux qui croyaient encore, ou feignaient de croire, à la version des Diop. Dans la salle, Maître Babacar consulta ses notes avec calme. Aïssatou, à ses côtés, tenait son sac en raffia, posé contre sa poitrine comme un bouclier de mémoire. Le juge entra. Son regard balayait la salle. Il savait que le mensonge rôdait quelque part. Aujourd'hui, annonça-t-il, nous entendrons un nouveau témoin. Samba Diop. Samba entra, vêtu d'un boubou blanc trop propre pour être vrai. Il avait le regard fuyant, le pas hésitant, mais son rôle était clair. Salir le testament, salir Eliman, salir Aïssatou. Il prêta serment, et commença son discours. Eliman n'était plus lui-même, dit-il. Il parlait seul, confondait les gens. Il m'a même dit qu'il allait tout laisser, à son frère Issa. C'est ce qu'il voulait, mais cette femme-là, elle a dû profiter de lui. Il s'arrêta, scrutant la réaction du juge. Dans la salle, un souffle glacé passa. Aïssatou leva lentement la tête. « Puis-je poser une question au témoin ?» demanda-t-elle avec l'autorisation du juge. « Vous pouvez. » Elle fixa Samba droit dans les yeux. « Samba, tu dis avoir vu Eliman dans ces derniers jours? Tu dis qu'il t'a parlé? Pourtant, n'étais-tu pas en prison à cette période-là, pour vol de bétail ?» Un silence de mort tomba sur la salle. Samba blêmit. « Ce n'était pas. J'ai ici, dit-elle en sortant un petit carnet de son sac, le registre de détention du poste de police de Fascoto. Tu y es mentionné comme détenu du 8 février au 23 mars. Or, Eliman a signé le testament le 14 mars. Le juge tendit la main pour examiner le document. Son visage se durcit. Il leva les yeux vers Samba.
Vous venez de vous parjurer devant ce tribunal. Je vais faire une déclaration de faux témoignage. Vous serez poursuivi. Samba, tremblant, tomba à genoux. On m'a payé. Pardon, c'est Issa. C'est eux. Ils m'ont forcé. Un hurlement s'éleva dans la salle. Issa bondit de sa chaise. C'est un menteur. Il ment encore. Mais le juge frappa de son marteau. Silence. Le tribunal suspendra l'audience. Mais cette tentative de corruption de procédure sera notée. Et croyez-moi, les conséquences seront graves. Aïssatou, droite, ne bougea pas. Mais dans son cœur, elle venait de gagner une bataille bien plus grande que la justice. Elle venait de prouver, devant tous, qu'on ne peut pas étouffer la vérité. Pas quand une femme se lève pour la défendre. Le scandale du faux témoignage fit le tour de la région en moins d'une journée. Dans les rues de Ngalaf, on murmurait. Ils ont tenté de mentir devant la justice. Ils ont payé un homme pour salir la mémoire de leur propre frère. Aïssatou avait des preuves, elle les a confondus. Même les plus fidèles alliés des Diop commencèrent à reculer, honteux ou méfiants. Issa, jusqu'ici figure imposante du clan, n'était plus regardé avec crainte, mais avec soupçon. Dans la concession familiale, les visages étaient tendus. Mamadou, l'oncle, marchait en rond dans la cour. « C'est fini », murmura-t-il. « Elle a gagné le peuple. Et elle a gagné les faits. »« Pas encore. » répondit Issa avec rage. « Il nous reste l'appel. On fera traîner l'affaire. On peut encore la pousser à bout. » Mais au fond de lui, même Issa sentait que le vent avait tourné. De son côté, Aïssatou rentra à Ngalaf sous les acclamations discrètes des femmes. Elle n'élevait pas la voix, mais leur regard disait tout. On lui apporta du couscous, de l'eau fraîche, des fruits. Les enfants chantaient en courant autour d'elle. « Maman Aïssatou. Maman courage. » Elle souriait avec pudeur, posant une main sur la tête de chacun. Elle reprit sa vie simplement, mais avec une force nouvelle. Le champ reprit ses fruits, les semences fleurissaient. Fatou reprit l'école. Ibrahima commença à aider au champ. Leur maison redevenait un foyer, un véritable sanctuaire. Un matin, elle reçut une lettre. Le juge convoquait la dernière audience dans 15 jours. Cette fois, ce serait la décision finale. Maître Babacar lui confirma. Tous les éléments sont en ta faveur. Mais il pourrait encore tenter un coup bas. Il faut rester vigilante. Aïssatou hocha la tête. Je suis prête. Pas seulement pour moi, mais pour chaque femme qu'ils ont humiliée en pensant qu'elle se tairait à jamais. Elle passa les jours suivants à préparer non pas un discours, mais un acte de dignité. Ce que les Diop ne savaient pas encore, c'est qu'elle avait un dernier atout. Un témoin qu'ils avaient tous oublié. Un témoin silencieux, mais redoutable. Et ce témoin venait juste de faire son apparition. La veille du jugement, alors que le village s'endormait sous un ciel chargé de promesses, un vieil homme fit son retour à Ngalaf. Personne ne l'avait vu depuis des années. Boitant, un bâton en main, le visage ridé mais toujours lumineux, il se nommait Abdourahmane Diallo. Ancien ami intime d'Elimane, c'était un homme respecté, connu pour son honnêteté et son passé d'écrivain public. Il s'était retiré loin du tumulte, dans les montagnes de Badiar, après la mort de son fils unique. Mais voilà qu'il revenait, silencieux et déterminé. Ce fut Aïssatou elle-même qui l'accueillit à la porte de sa maison, surprise mais touchée. « Mon père m'avait parlé de vous, dit-elle doucement. Il disait que vous étiez son frère de cœur. » Le vieil homme sourit. « Je suis venu rendre hommage à mon ami et rétablir sa vérité. Je suis l'un des 2 témoins de son testament. » Aïssatou écarquilla les yeux. « C'est vous, l'un des signataires ? » ?»« Oui. L'autre, Mariama Cissé, est déjà en route. Nous avons lu dans les journaux ce qu'ils t'ont fait et ce qu'ils ont osé dire. Cela suffit. » Le lendemain matin, l'atmosphère au tribunal était solennelle. Le public s'était fait nombreux. La rumeur du retour du témoin s'était répandue comme une traînée de poudre. Quand Abdourahmane entra dans la salle, un silence total s'abattit. Même les Diop blanchirent à sa vue. Le juge le reconnut. Monsieur Diallo, ancien secrétaire général de la commune de Saint-Youmalem, en personne, monsieur le juge. Êtes-vous en capacité de témoigner aujourd'hui ? Je suis ici pour dire la vérité d'un mort que des vivants tentent d'effacer. Il raconta tout, la rencontre discrète avec Elimane, ses dernières paroles, sa lucidité. Il décrivit avec détail la scène de la signature, la présence de Mariama Cissé, le notaire Babacar, et les larmes silencieuses d'Elimane quand il confia son avenir à Aïssatou. Il m'a dit, se souvint Abdourahmane avec émotion, je n'ai rien à laisser au monde si ce n'est cette femme et mes 2 enfants. Si je meurs, qu'elle ne soit pas seule. Protège-la, comme je l'ai aimée.
Aujourd'hui, je tiens parole. Dans la salle, des femmes pleuraient doucement. Même certains hommes baissaient la tête. Le juge se tourna vers les Diop. Souhaitez-vous contester ce témoignage? Personne ne répondit. Pas même Issa. Ce jour-là, un témoin que tous avaient oublié donna voix à l'amour silencieux d'un mari pour sa femme. Et à cet instant, la vérité ne pouvait plus être niée. Le tribunal était plongé dans un silence de pierre. Chaque mot du vieil Abdourahmane avait résonné comme un écho sacré. Le juge, le regard fixé sur les documents, resta un long moment silencieux. Puis, d'une voix ferme mais posée, il déclara. Après examen des pièces présentées, audition des témoins et vérification des faits, le tribunal reconnaît la validité du testament signé par Feu Télimane Diop. Ce document a été établi dans les règles de droit, avec témoins et notaires certifiés. Une vague d'émotion secoua la salle. Des femmes échangèrent des regards étincelants d'espoir. Aïssatou ferma les yeux, retenant une larme. Le tribunal statue donc en faveur de Madame Aïssatou Diop, unique légataire des biens de son défunt mari. En conséquence, toute tentative d'éviction, de pression ou de détournement de patrimoine sera considérée comme infraction grave. Un murmure de soulagement parcourut l'assemblée. Quant à Monsieur Issa Diop et aux membres de la famille ayant tenté de corrompre la procédure, une enquête judiciaire est ouverte. Vous serez appelé à comparaître pour tentative de subornation de témoins et faux en écriture. Issa blêmit. Il tenta de parler, mais le juge le coupa. Vous avez trahi la mémoire de votre frère. Et tenté d'écraser une femme digne. Vous n'êtes plus au-dessus de la loi. Le marteau du juge frappa. L'audience est levée. Dans la salle, des applaudissements éclatèrent. Timide d'abord, puis franc, nourri, sincère. Aïssatou se leva. Digne. Fier. Maître Babacar lui tendit la main. Tu viens de marquer l'histoire, dit-il. Non seulement pour toi, mais pour toutes les femmes du pays. Abdourahmane s'approcha à son tour. Ton mari aurait été fier de toi, ma fille. C'est pour lui que je me suis battue, murmura-t-elle. Pour lui, et pour ceux qu'ils ont tenté d'effacer. Elle sortit du tribunal sous le soleil éclatant, entourée de femmes, d'enfants, de regards admiratifs. Dans ses bras, elle serrait le jugement officiel. Mais dans son cœur, elle tenait la victoire la plus grande, avoir redonné un nom, une voix, une dignité à sa douleur. Le car poussiéreux roulait lentement sur la route rouge qui menait à Ngalaf. À son bord, Aïssatou, assise près de la fenêtre, serrait contre elle le document scellé portant le verdict du tribunal. À côté d'elle, Ibrahima dormait paisiblement sur son épaule, tandis que Fatou regardait le paysage défiler avec des yeux pleins de rêves. Quand le car s'arrêta à l'entrée du village, Aïssatou descendit, droite, le visage levé vers le ciel. Le soleil l'accueillait, chaud et éclatant, comme pour lui dire « Tu es chez toi ». Ce qu'elle découvrit ensuite la bouleversa. Le long du sentier menant à la maison, des femmes du village formaient une aide d'honneur. Drapées dans leurs pagnes colorées, certaines tapaient doucement dans les mains, d'autres chantaient des airs traditionnels. « Bienvenue, Aïssatou la brave. Que Dieu protège ta maison. Tu es le cœur de toutes les femmes du village. » Même les anciens, autrefois distants, étaient là. Le chef Bala lui tendit un grand boubou neuf, symbole de respect retrouvé. « Tu as été humilié publiquement, » dit-il. « Aujourd'hui, nous te réhabilitons devant tous. Cette maison est à toi. Cette terre est à toi. Et ta dignité est intacte. » Les enfants couraient autour d'elle, chantant. Maman Aïssatou n'a pas plié. Maman Aïssatou a résisté. Quand elle entra dans la cour de sa maison, elle s'agenouilla. Elle posa sa main sur le sol. « Merci, mon Dieu, » murmura-t-elle. « Merci de m'avoir rendu ce qui m'a été arraché. » Elle se releva et prit la parole devant tous. « Je ne suis pas revenu pour me venger. Je suis revenu pour bâtir. Cette maison sera ouverte à tous ceux qui cherchent refuge. Ce champ nourrira plus que ma famille. Cette victoire n'est pas que la mienne. » Et ce fut là que se produisit un événement inattendu. Plusieurs femmes du village, restées longtemps sous l'autorité des Diop, vinrent une par une déposer à ses pieds des petits sacs de semences, des ustensiles, du mil, du savon. Un geste ancien, sacré, que les femmes réservaient à celles qui ont su protéger leur foyer avec courage. Et Aïssatou, debout au milieu de sa cour, comprit enfin. Elle n'était plus seulement veuve d'Elimane. Elle était la mère d'une nouvelle parole. Pendant qu'Aïssatou goûtait enfin à la paix durement conquise, l'empire des Diop, lui, commençait à s'effondrer. Dans leurs grandes concessions, autrefois fières et imposantes, régnait désormais le silence. Les visites se faisaient rares. Les hommes qui, autrefois, défilaient pour saluer Issa et Mamadou, n'y venaient plus. Même les jeunes du village évitaient la cour,
comme si elle portait désormais une malédiction. Issa, accablé par la défaite, passait ses journées enfermé. Sa réputation était détruite. L'enquête ouverte pour faux témoignages, subornation et tentative d'éviction illégale poursuivait son cours. Et cette fois, aucune puissance, aucun nom ne pouvait l'en protéger. Un matin, un huissier de justice accompagné de 2 gendarmes entra dans la concession. Ils étaient venus pour saisir les biens illégalement acquis par Issa. Des terres prises au nom d'Eliman, une moto, un compte bancaire dont il avait vidé une partie, tout fut recensé, documenté, gelé. Mamadou tenta de résister, vociféra, cria à l'injustice. Mais les gendarmes lui montrèrent les papiers. C'est la justice elle-même qui ordonne. Vous avez bafoué la mémoire d'un mort, volé une veuve, menti à un juge. Dans les jours qui suivirent, une autre humiliation tomba. La grande cérémonie annuelle du village, où l'on honorait les figures importantes, retira symboliquement le nom des Diop de la liste des familles représentantes. Un choc. Une honte publique. Mais rien n'était plus douloureux que les murmures du peuple, les regards pleins de mépris, les mots qui coulaient derrière leur dos. Voilà ceux qui ont tenté d'écraser une femme seule. Voilà ceux qui ont trahi leur propre sang pour un lopin de terre. Ils croyaient qu'elle plierait, mais c'est eux qui se sont brisés. Et pendant que les Diop s'enfonçaient dans l'oubli, le nom d'Aïssatou devenait un symbole. Un matin, une femme inconnue, venue d'un village voisin, frappa à sa porte. On m'a dit que tu aides les femmes abandonnées. Je n'ai plus rien. Mon mari est mort. Sa famille veut me chasser. Aïssatou lui ouvrit la porte. Entre, ma sœur. Ici, tu n'es pas seule. Elle ne le savait pas encore, mais ce geste marquerait le début d'une nouvelle mission. La nouvelle se répandit rapidement dans les villages voisins. Il existe une maison à Ngalaf où les femmes humiliées trouvent refuge. Et cette maison, c'était celle d'Aïssatou. En quelques semaines, elle accueillit d'abord 1, puis 3, puis 5 femmes. Veuves rejetées, jeunes filles fuyant des mariages forcés, mères avec enfants abandonnés. Toutes trouvaient chez elle un toit, un bol de mil chaud, une écoute vraie. Mais Aïssatou ne se contentait pas de nourrir et loger. Elle formait. Elle partageait tout ce qu'elle savait. Comment cultiver la terre, tenir un petit commerce, défendre ses droits, écrire une demande, parler devant les hommes sans trembler. Un jour, une jeune femme lui demanda. « Pourquoi fais-tu tout ça, Aïssatou ? Tu as déjà souffert. Tu pourrais rester tranquille maintenant. » Aïssatou sourit doucement. « Parce que j'ai compris une chose. Le plus grand bien que Dieu m'a donné dans ma douleur, c'est de transformer ma plaie en abri pour d'autres. » Le terrain autour de sa maison devint un petit centre. On y planta du mil, des oignons, des tomates. On y installa un moulin. Des enfants y couraient pieds nus, heureux. Des femmes y riaient de nouveau. Un jour, un journaliste de la radio locale vint l'interviewer. Il voulait comprendre comment une veuve humiliée avait bâti un tel lieu. Elle répondit simplement. « Je ne suis pas une héroïne. Je suis ce que toutes les femmes pourraient devenir si on leur donnait la parole. » Dans tout le village, les anciens saluaient désormais Aïssatou avec respect. Les enfants la surnommaient « maman du village ». Même les chefs religieux venaient la consulter. Mais pendant qu'elle bâtissait cette lumière, dans la maison des Diop, Issa recevait sa convocation pour le procès pénal. Il ne lui restait plus rien. Ni respect, ni pouvoir, ni soutien. Et face à sa chute, le silence d'Aïssatou était sa plus grande leçon. 1 an s'était écoulé depuis la dernière audience. Le village de Ngalaf ne ressemblait plus au même. Le nom d'Aïssatou était devenu synonyme de justice et de courage. Son modeste foyer était désormais un centre communautaire reconnu dans la région. Chaque mois, des femmes y arrivaient avec leurs douleurs et repartaient avec des outils pour renaître. Elle n'avait jamais demandé de médaille, ni de titre. Elle continuait de se lever à l'aube, de balayer la cour, de sourire aux enfants, de planter ses graines avec patience. Ce matin-là, un événement inattendu se produisit. Issa Diop, le visage vieilli, les yeux creux, arriva seul devant sa porte. Il tenait entre ses mains une lettre. Le jugement final venait de tomber. Il était reconnu coupable de faux témoignages, tentative d'extorsion et atteinte à la mémoire d'un défunt. Il devrait payer une amende lourde, mais surtout, il venait de tout perdre, sa dignité. Il frappa doucement à la porte. Aïssatou ouvrit. Ils se regardèrent. Longtemps. Dans ses yeux à elle, aucun triomphe. Dans les siens, la honte nue, plus douloureuse que la prison. Aïssatou, je ne suis pas venu demander pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Elle ne répondit pas. Mais je suis venu te dire que tu nous as tous dépassés. Tu as fait ce que ni moi, ni mon père, ni nos grands-pères n'ont jamais eu le courage de faire. Te lever, seul, avec la vérité comme seule arme. Il baissa les yeux. Eliman avait raison.
Tu étais son trésor, et nous t'avons jeté comme une pierre. Aïssatou s'approcha. Tu n'as pas besoin de mon pardon, Issa. Tu as besoin de te pardonner à toi-même. Le mal que tu m'as fait, je l'ai transformé. Je l'ai lavé dans le silence. Et j'en ai fait un foyer pour celle que personne n'attendait. Elle le regarda dans les yeux une dernière fois. Tu peux rester, ou partir. Mais ici, personne n'humilie une femme. Plus jamais. Issa hocha la tête, recula d'un pas, puis tourna les talons. Il disparut sans un mot, avalé par la poussière. Aïssatou rentra dans sa maison. Ibrahima jouait dehors avec d'autres garçons. Fatou lisait à haute voix à un petit groupe de filles sous l'arbre à palabres. Elle s'assit, ferma les yeux, et sourit. Elle avait été rejetée, piétinée, trahie, mais elle avait tenu bon. Et maintenant, elle était le pilier d'un monde nouveau. Un monde où les femmes ne courbaient plus l'échine. Un monde où la dignité ne pouvait plus être volée.